Señoras y señores, muy buenas tardes. Alors, mesdames et messieurs, bon après-midi, en cette année internationale pour l'agriculture familiale et dans le cadre de ce dialogue mondial sur l'agriculture familiale, au nom du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et des pêches, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence internationale sur l'agriculture familiale en Argentine, politique publique de développement et de recherche. Nous avons parmi nous M. Graciano da Silva, directeur général de la FAO, dont nous le remercions de sa participation et de sa présence, monsieur le ministre de la Carlos Calamiquela, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le sous-secrétaire de renforcement institutionnel de ce même ministère, M. Francisco Inglesio, président de l'Institut national de technique de l'agriculture et de l'élevage, M. Daniel Barrias, de l'Association des producteurs agroécologiques Cañuelas, M. Marcos Folonière, de la Chambre des fournisseurs de machines agricoles pour l'agriculture familiale, et nous aurons une exposé sur la valorisation de l'expérience argentine pour l'avenir avec Mme Grande et M. Ortiz. Et je voudrais vous présenter M. Rosenweil, l'ambassadeur de l'Argentine auprès de la FAO, du FIDA et du PAM, qui est à l'origine de cette conférence et qui va prononcer les mots de bienvenue. Merci, merci Roberto, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je voudrais saluer en particulier Monsieur le directeur général de la FAO, de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, M. Graciano da Silva, et Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Pêches de la République de l'Argentine, Monsieur Carlos Casamiquela. Je voudrais également souhaiter la bienvenue aux orateurs et à tous ceux qui sont venus de l'Argentine, Monsieur et Madame les ambassadeurs, les représentants permanents, nos amis, fonctionnaires de la FAO, fonctionnaires des ambassades, représentants de la société civile et du secteur privé. Mesdames et messieurs, quelques mots d'ouverture. Pour moi, c'est un honneur, en tant que représentant de la République argentine, et c'est un honneur d'inaugurer cette conférence internationale qui s'inscrit dans le cadre du dialogue mondial sur l'agriculture familiale et surtout dans le cadre de cette année internationale de l'agriculture familiale. Comme je l'ai dit, je remercie tout particulièrement le directeur général de la FAO pour sa présence dans à cette table ronde. Pour nous, le thème de l'agriculture familiale est étroitement lié à la question de la sécurité alimentaire et de la nutrition. L'importance est fondamentale pour la politique du gouvernement de l'Argentine et c'est lié également à la politique d'inclusion sociale. L'agriculture familiale, nous l'appuyons non seulement parce que nous renvoie à des éléments historiques, mais également parce que cela constitue un mécanisme pour accroître les revenus, pour créer des emplois décents et pour améliorer la distribution de la richesse. De ce point de vue-là, au cours de cette brève introduction, je voudrais souligner que l'agriculture familiale a à voir avec la cohésion sociale, avec le renforcement des régions et avec la mise en valeur des traditions et des us et coutumes des petits agriculteurs dans le monde et notamment en Argentine, bien sûr. Enfin, je voudrais souligner que l'agriculture familiale conjugue la valorisation de méthodes de production durables avec l'éducation des communautés agricoles et avec la coopération technique qui sont des instruments essentiels, indispensables pour progresser dans ce domaine. En ma qualité d'ambassadeur d'Argentine, je suis très honoré de pouvoir compter sur la présence du ministre de l'Agriculture de l'Argentine et de tous les participants qui vont nous dire ce que fait l'Argentine dans ce domaine. Mais je vais avant tout donner la parole au directeur général de la FAO, M. Graciano da Silva. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Chers amis, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Pêches de l'Argentine, membre de la table ronde, représentant permanent auprès de la FAO, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur d'être parmi vous
et de vous souhaiter la bienvenue à la FAO. Je voudrais d'abord féliciter l'Argentine pour son engagement dans le domaine de l'agriculture familiale, pas simplement dans son propre pays, mais également dans le monde entier. Je crois que l'exemple de l'Argentine est un exemple qui doit être suivi par d'autres pays. Ça montre comment on peut promouvoir l'agriculture familiale sans exclure pour autant l'industrie agroalimentaire. Au cours de cette session, nous allons parler de politique publique pour l'agriculture familiale. Et je remercie donc l'Argentine et l'ambassadeur Claudio Rosenwag qui nous ont permis de faire progresser ce dossier, de creuser, d'approfondir le sujet pour voir ce qui se passe en Argentine. J'ai toujours suivi avec la plus grande attention le chemin parcouru par l'Argentine, même avant d'entrer à la FAO. Et lorsque j'étais représentant régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes à Santiago, je peux dire que le gouvernement argentin a renforcé sur le plan institutionnel ce secteur de façon qui mérite d'être soulignée. Je crois que parmi les différentes mesures qui ont été prises, je voudrais en mettre en exergue 5. D'abord, la création du secrétariat à l'agriculture familiale. Tout à l'heure, on va dire à quel point il est important d'avoir cette institutionnalisation pour pouvoir promouvoir ce secteur important qu'est l'agriculture familiale. Deuxièmement, l'adoption de critères nationaux d'identification de l'agriculture familiale en s'appuyant sur les propositions de la réunion spécialisée pour l'agriculture familiale, la REAF du Mercosur. Troisièmement, l'institution d'un registre des agriculteurs et agricultrices familiaux pour alimenter les politiques publiques, le RENAF, l'adoption de lois de soutien pour les politiques publiques, comme par exemple la nouvelle loi sur les semences et les dispositions qui exempte l'agriculture familiale du paiement de royalties, et enfin la mise en marche d'une table de dialogue pour l'agriculture durable afin de renforcer le dialogue social sur l'avenir de l'agriculture argentine avec les principaux acteurs sociaux. Je crois que l'Argentine a des capacités pour transférer ces technologies et elle a également des agences gouvernementales de grande qualité. Je souligne notamment l'INTA, l'Institut national de technologie de l'agriculture et de l'élevage, dont provient le ministre, et l'unité d'échange rural, l'UCAR, qui sont deux excellents exemples de mécanismes qui favorisent le développement de technologies appropriées pour l'agriculture familiale et facilitent la mise en œuvre de programmes sur le terrain. L'INTA, l'Institut national, a une grande importance donne une grande importance au rôle de l'agriculture familiale dans son programme de recherche qui comprend des recherches sur les pratiques agroécologiques. Ici, nous avons tenu ici à la FAO un séminaire qui a rassemblé 400 personnes qui s'occupent d'agroécologie. L'Argentine a également noué des relations très fortes sur la question des machines agricoles adaptées aux besoins de l'agriculture familiale. Je me félicite également de la représentation, de la présence des responsables de cette question. La personnalisation, si vous voulez, des machines agricoles est très importante parce que l'agriculture familiale a des besoins très différents de ceux des grands producteurs, des grandes exploitations agricoles. Le pays a des capacités sur le terrain et peut partager son expérience avec d'autres pays, et notamment avec l'Afrique. Mesdames et messieurs, je voudrais conclure en remerciant le gouvernement de l'Argentine pour son appui précieux au travail de la FAO au cours des dernières années. Je puis vous assurer que cette organisation continuera de travailler et d'appuyer le gouvernement de l'Argentine dans la mesure de ses moyens. Je vous remercie de votre attention.
Bien, merci beaucoup au directeur général de la FAO. Je vais maintenant donner la parole au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Pêches de la République argentine, M. Carlos Casamiquela. On me dit comment manipuler l'ordinateur. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup, Graciano, de nous avoir accompagnés dans cette réunion. Et merci surtout pour tes propos, à tous les autres conférenciers. Et remerciements pour votre participation, votre contribution. Et à vous tous, merci d'être présents au cours de cette conférence qui veut nous mettre à votre disposition les progrès réalisés par la République d'Argentine dans le renforcement, la visibilité de l'agriculture familiale dans notre pays. J'ai participé ce matin à une table ronde où le professeur Negues du Brésil disait qu'il y avait 36 ou 38 définitions d'agriculture familiale. C'est ça, c'est la 37e, et c'est pas une définition, c'est plutôt une conception, une vision argentine de ce que représente l'agriculture familiale. Comme vous pouvez le voir ici, qu'il s'agit d'un mode de vie, d'une façon d'exister, d'une unité productive associée à l'unité domestique, à la famille. Et la famille apporte sa main-d'œuvre, sa force de travail, la gestion de la production, et cela porte sur des activités d'agriculture et d'élevage, mais également ça comprend la consommation, les marchés, y compris la pêche. Et donc vous pouvez ajouter à cela la conception du développement de l'aquaculture en Argentine, de la mise en valeur des eaux intérieures et des eaux maritimes. Nous voulons reproduire ce mécanisme qui permet d'avoir une situation d'équilibre entre la petite production et les grandes entreprises de production agricole. On a beaucoup parlé de cette question toute la journée. Il y a des choses qui peuvent paraître évidentes, mais je maintiens toutefois que l'agriculture familiale, selon notre vision, se caractérise par l'inclusion. L'inclusion dans le système social, dans le système politique, dans le système de transformation et de développement de notre pays. Et on a souligné le rôle de l'État aujourd'hui qui peut au moins gérer les aspects sociaux et économiques. Et à titre d'information, pour ceux qui ne connaissent pas bien notre pays, je voudrais dire qu'à Buenos Aires, dans le Grand Buenos Aires, on a 13 millions d'habitants il y a 4700 producteurs dans la région qui entoure Buenos Aires qui produisent toute l'alimentation, la nourriture produite par la population de Buenos Aires. On a donc une agriculture urbaine et périurbaine. Il y a également la valeur ajoutée. C'est une question c'est une décision politique. Et il faut transformer la matière première en produits, des denrées alimentaires. Il faut que cela crée des possibilités de main-d'œuvre, d'emploi, mais surtout cela doit créer une offre véritable pour les jeunes qui ont du mal parfois à trouver des débouchés pour du travail et un projet de vie. L'agriculture familiale est largement développée sur tout le territoire dans notre pays. C'est un pays de 3 millions de kilomètres carrés, un grand pays donc. Chaque petit point rouge représente des producteurs. Et vous pouvez voir qu'il y a une concentration, une localisation. Bien sûr, il y a moins de producteurs agricoles dans le sud, dans la Patagonie, qui est une zone désertique d'accès où il y a des conditions de vie très difficiles. Et donc, bien sûr, la proportion d'exploitation agricole diminue dans cette région-là. Alors, trois données, trois chiffres.
pour replacer cette question de l'agriculture familiale dans le contexte, dans les données. Sur 220, il y a 220 000 producteurs de l'agriculture familiale, sur 330 000 au total, 65% donc des producteurs, 20% du produit national brut pour le secteur de l'agriculture et de l'élevage, et c'est un secteur qui crée 53% de l'emploi dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Dans le nord de l'Argentine, on voit qu'il y a une forte concentration des producteurs agricoles d'exploitation familiale. 33,5% dans le nord-est, dans le nord-ouest 29%, dans la Pampa 19%, 13% Cuyo et 5% en Patagonie. Du point de vue de l'institutionnalisation, nous avons un ministère qui compte 5 organismes. L'Institut national de technologie de l'agriculture et de l'élevage, INTA, le Service national de santé animale et végétale, l'Institut national de viniculture, l'Institut des semences et l'Institut de développement, de recherche sur l'agriculture et l'élevage. Le ministère de l'Agriculture, le ministère qui a été reconstitué après 35 ans d'absence. Aujourd'hui, notre ministère a, dans cette nouvelle formule, quelques années d'existence. Comme M. Graciano l'a dit, on a créé le secrétariat de l'agriculture familiale, mais il faut voir les progrès, parce qu'on a créé un ministère complet qui compte maintenant donc aussi un secrétariat d'État pour l'agriculture familiale. Je voudrais vous montrer rapidement certaines des décisions qui ont été prises dans le cadre des politiques gouvernementales des dernières années. On a créé donc le Forum national de l'agriculture familiale, le FONAF, où la société civile, les producteurs et leurs associations créent un espace de débat et de concertation sur les politiques publiques. C'est un c'est un organisme qui travaille de concert avec le ministère et qui contribue à la conception des politiques publiques. Deuxième aspect, c'est la création, dans le cadre de l'INTA, d'un centre de recherche et de développement technologique pour la petite agriculture familiale, et qui travaille sur un modèle de recherche et action avec 5 instituts décentralisés. Les agriculteurs sont des participants actifs, ils peuvent définir les technologies, les méthodes à suivre, la voie à suivre pour parvenir aux objectifs qui consistent à adopter des technologies appropriées. Et comme me dit M. Graciano, les besoins de l'agriculture familiale sont totalement différents des besoins d'une agriculture qui utilise beaucoup d'intrants. Et donc, c'est un progrès considérable pour notre pays, la création de cet institut. En 2007, on a également créé donc le registre national de l'agriculture familiale, le RENAF, qui a été mentionné par M. Graciano, et qui compte 150 000 inscrits. Il s'agit de formaliser et de donner un outil de visibilité et d'identification important de l'agriculture familiale. Ça indique où sont situés ces agriculteurs familiaux, et ça permet de savoir un petit peu où se font les choses sur tout le territoire. L'aspect très important du point de vue du social et de l'organisation, c'est la mise en œuvre de la contribution, la monocontribution sociale pour le secteur de l'agriculture et de l'élevage. C'est une société créée au sein du ministère de l'Agriculture et du ministère des Affaires sociales qui permet d'intégrer toutes les prestations sociales de tous les producteurs qui figurent dans le registre dont j'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, les pensions de retraite, l'habilitation pour être fournisseur de l'État, pour des achats directs, facilitation aux accès, de l'accès à des canaux de commercialisation, et ça représente un apport budgétaire de l'État de 14 millions de dollars pour 35 000 bénéficiaires.
Un autre élément, c'est la création du secrétariat de l'agriculture familiale, dont on a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas y attarder. Et cette année, nous avons également constitué un conseil de l'agriculture familiale paysanne et indigène. C'est un espace de travail qui était accompagné par une décision politique inédite, la décision pour laquelle on reconnaît les peuples originaires et leur capacité de contribuer à la conception et à la mise en œuvre de politiques publiques, qui est donc clairement institutionnalisée maintenant. Et enfin, une autre mesure qui a été prise cette année, c'est que on a maintenant un organisme qui fait le contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments. Et c'est un organisme qui a été reconnu pour sa capacité pendant 150 ans, l'Argentine exportait des viandes, et donc la conception de ces systèmes de contrôle de la qualité, de l'inocuité des aliments était conçue de manière à garantir l'innocuité des aliments exportés. Maintenant, on veut garantir aux consommateurs argentins la même qualité et la sécurité sanitaire des aliments qui sont commercialisés. Il est important donc de souligner cet aspect. Voyons quelques plans, programmes et projets que nous sommes en train de mener à bien. Il y a plusieurs projets qui ont une approche territoriale, avec une approche macro-régionale, nord-est, nord-ouest, Patagonie, etc. Et nous essayons d'avoir une approche intégrée dans la gestion du territoire. Je voudrais souligner l'apport du FIDA pour ces programmes. Nous avons un programme UCAR qui travaille sur des programmes de ce genre pour financer le développement des petits producteurs agricoles en Argentine. Il y a une autre approche, une approche axée sur les chaînes de valeur, par exemple la viticulture, la production sucrière, l'apiculture, et là, il y a toujours le concept de la valeur ajoutée à l'origine. Et il y a d'autres projets qui cherchent à apporter des solutions à des problèmes qui ont été mentionnés. Par exemple, l'accès aux ressources naturelles, et essentiellement l'eau et à la terre, du point de vue du régime foncier, des modes de faire valoir, occupation des sols, et au renforcement des organisations également, la même quantité de ressources, d'efforts institutionnels et économiques qui doivent être engagés pour que chaque producteur produise plus et mieux. Il faut engager les mêmes ressources pour avoir des organisations, que les organisations qui soient à même d'assurer la pérennité et la durabilité de ces efforts et qui suivent leur propre modèle de développement. Nous travaillons également sur les questions de la formation et du renforcement des capacités de la jeunesse. Il y a un autre aspect qui n'a peut-être pas le même impact que dans d'autres endroits. Nous travaillons sur une vision intégrée de la famille, de la jeunesse. On essaie de voir comment on peut bâtir un avenir un peu différent et meilleur. On a quelques photos qui permettent de mieux comprendre un petit peu nos méthodes de travail. Et ça, c'est un autre thème central. On a des programmes qui sont consacrés exclusivement à renforcer les mécanismes de commercialisation des produits. Et à l'heure actuelle, il y a 750 foires où les producteurs se présentent avec ces produits frais et les offrent directement aux consommateurs. Nous travaillons également avec les marchés de proximité et nous essayons de développer des petits bassins d'approvisionnement
dans des villes de 150 000 habitants dans tout le pays. Il y a un lien actif, pour donner quelques exemples de ce que je disais, il y a des liens importants au niveau international, la participation aux conférences spécialisées sur l'agriculture familiale, également dans le front parlementaire contre la faim, il y a une activité de notre pays très active. Il s'agit d'approfondir le dialogue politique et les échanges de politique. Et la CELAC, qui est la communauté des États de l'Amérique latine et des Caraïbes, qui a repris la question de l'agriculture familiale comme un des axes de l'action gouvernementale des pays membres. Nous avons eu des activités intenses dans le cadre de l'année internationale de l'agriculture familiale. Nous avons donné une impulsion très forte dans notre pays et nous avons profité de cette occasion, de cette invitation mondiale organisée par la FAO pour poursuivre le travail sur les politiques dans notre pays. Et enfin, c'est quelque chose d'assez nouveau. Au Congrès, à la Chambre des députés, on est en train de procéder. Et au niveau de la commission d'agriculture, on est en train d'approuver un projet de loi sur l'agriculture familiale qui fait l'objet d'un débat. Et nous espérons que d'ici la fin de l'année, la République argentine sera dotée d'une loi de l'agriculture familiale qui permettra d'organiser le secteur, qui permettra de promouvoir ce système et de reproduire ce système de développement économique et social. C'est une initiative intéressante. Et la coupole que vous voyez au fond, c'est la coupole du Congrès de la République argentine. Et je vais donc terminer sur ces quelques paroles. J'espère que très prochainement, cette loi sur l'agriculture familiale sera promulguée dans notre pays. Merci beaucoup. Bueno. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Casamigay, au ministre. Merci beaucoup au directeur général qui a dû nous quitter. Bien, je vais passer la parole à Monsieur Ramiro Fresneda, sous-secrétaire du renforcement institutionnel, qui va nous parler de la création du secrétariat d'agriculture familiale. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous, à toutes. Je vous demande peut-être encore un peu de temps après 10 heures de travail. Nous sommes tous fatigués, néanmoins nous sommes tous motivés par cette réunion qui nous regroupe, nous, tous les pays du monde, alors que nous sommes là pour débattre d'un thème fondamental, le rôle de l'agriculture familiale. Notre ministre a brossé le tableau détaillé de la situation. Je me limiterai à dire qu'il est important de voir nous, d'où nous venons, pour voir où nous allons. Nous, en Argentine, après la nuit du néolibéralisme qui a touché les années 90 et tous les pays d'Amérique latine, eh bien, nous avons perdu de nombreuses unités d'éleveurs. Nous avons souffert une perte de visibilité du secteur dans notre pays et dans toute la région. Et je pense que ce que disait le collègue Graciano da Silva ce matin en ouvrant ses activités était tout à fait pertinent lorsqu'il a dit qu'on mettait l'agriculture familiale à l'ordre du jour public, mais c'est que le début, il y a encore beaucoup à faire. Alors nous, comme ministère, comme État argentin, nous en sommes convaincus, car depuis pas mal de temps, nous œuvrons pour visibiliser le secteur, pour construire des politiques publiques spécifiques pour l'agriculture familiale.
Donc je vais faire quelques commentaires ponctuels qui concernent ce que très souvent les organisations dans le secteur nous mentionnent, à savoir quels sont leurs besoins fondamentaux et notamment le besoin d'avoir des politiques publiques, de régimes fonciers, des politiques d'accès à la terre pour renforcer le sujet, mais aussi la production et l'accès à l'eau, par exemple pour la production et la consommation. Dans le droit fil des progrès que nous avons obtenus comme État, eh bien, j'aimerais très brièvement vous dire que comme État, eh bien, le Parlement a adopté des lois qui portent sur l'agriculture familiale et les secteurs vulnérables dans le monde rural. Nous avons promu la loi 26.737 qui concerne le régime de protection de la propriété. Par exemple, la loi qui limite la privatisation, c'est une loi fondamentale pour garantir la souveraineté alimentaire, la souveraineté politique et l'indépendance. Nous avons aussi la 26.331, donc d'aménagement territorial des bois et forêts. C'est une politique très importante car là où est l'agriculture familiale, là où sont les paysans, là où sont les populations autochtones, il y a les forêts. C'est très important. Cette loi, en fait, et a bénéficié des compétences des techniciens de notre nation. La loi 26.160, très importante, qui concerne l'aménagement du territoire, des populations originaires, des populations autochtones, conformément à l'article 75 de la Constitution, et enfin la loi 26.727 qui fixe un régime de travail agricole. Ça aussi c'est une percée car elle garantit les droits des travailleurs ruraux. Très souvent, nos agriculteurs familiaux, comme vous le savez clairement, travaillent sur le terrain, mais aussi, en fait, ils travaillent avec des contrats d'autre nature. C'est pourquoi le fait d'avoir progressé et pu fournir un encadrement juridique pour les secteurs vulnérables nous permet de voir aussi qu'est-ce qu'il manque, les programmes de choses encore à venir. Et là, nous voyons quelles sont les questions liées au diagnostic, mais aussi à la conception de mesures. Alors, comme de nombreux pays de la région, nous avons le problème d'insécurité juridique des régimes fonciers avec des manques de politique publique. Alors le ministère, avec l'ancien sous-secrétariat d'agriculture familiale, nous avons élaboré un rapport détaillé des problématiques, des problèmes, et nous avons vu que dans notre pays, par manque ou inefficacité des politiques publiques, il n'y a pas des normes qui spécifient les titres. Alors là, il s'agit de communautés d'agriculture familiale qui ont des droits acquis car ils sont restés sur les terres, ils ont possédé la terre productive publique, mais il n'y a pas eu de politique publique provinciale car les compétences provinciales, n'ont pas reconnu des titres. Il manque de sécurité juridique. Et c'est un problème structurel que les organisations essaient de modifier. Comme l'exemple, par exemple, de la production de maïs, où il y a un projet de loi dans la province de la Pampa, etc. Les provinces qui ont adopté des normes en la matière, il y a des politiques novatrices. Et au nord de l'Argentine, on voit, il était envisagé de créer une banque de la terre, non seulement pour garantir la sécurité juridique, mais aussi l'accès à la terre. Nous avons aussi l'exode des jeunes qui arrivent dans les villes. C'est un phénomène qui caractérise de nombreuses zones et cela est lié à un problème régional et avec une politique efficace d'affectation qui se fonde sur une étude jeunes et immigration que nous avons faite avec les Nations Unies et les sous-secrétariats, nous avons pu atténuer ce problème de la migration des jeunes
afin que les jeunes puissent rester ancrés sur leur territoire. Et puis le politique d'éducation qui en fait se concentre sur les couches moyennes, difficulté d'accès au crédit, bon, c'est ce que disait le ministre. Le thème d'accès à la justice aussi est un thème fondamental. Nous avons encore des choses à faire en matière de démocratisation de la justice et puis des droits reconnus en fait ne sont pas entièrement adoptés. Bien, si vous me le permettez, je vais vous présenter une étude faite sur les problèmes de la terre qui nous permet d'ailleurs de collaborer avec les provinces en tenant compte de leurs compétences et qui nous permet en quelque sorte d'aborder la question du régime foncier. Le ministre a parlé de l'agriculture durable, une expérience novatrice qui nous permet de voir quelle est la situation sur le terrain, élaborer un programme durable au niveau économique, mais aussi social et environnemental. Mesdames et messieurs, bon, dès que la vidéo sera prête, je voulais vous remercier d'être présents. Alors, en tant qu'Argentin, en tant qu'Est argentin, après 30 années de démocratie, eh bien, d'une voix catégorique, nous affirmons que pour la terre, pour l'agriculture familiale, en fait, c'est œuvrer pour l'identité. Nous ne pouvons pas permettre que l'état de droit en Amérique latine, dans le monde, les hommes n'aient pas de terre pour pouvoir mener une vie durable, une vie honorable. Muchas gracias al... Merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé du retour à la démocratie et de ces 30 années de développement démocratique après la terrible dictature que nous avons vécue. Bien, je vais donner la parole au président de l'INTA, à Monsieur Francisco Iglesias, qui va nous parler du travail de l'INTA dans le secteur de l'agriculture familiale. Bon après-midi, merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le ministre. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Comme l'a dit Ramiro, la journée a été longue, fatigante. J'aimerais vous remercier de tout cœur d'être encore ici et vous allez un peu écouter les présentations que nous allons vous faire sur l'Argentine. J'aimerais aussi saluer, car nous avons la possibilité de parler avec tous les producteurs dans notre pays qui nous suivent sur streaming. J'aimerais aussi remercier la FAO de nous donner la possibilité de vous expliquer un petit peu ce qu'est l'agriculture familiale en Argentine et pour avoir... on oublie parfois ce que cela représente pour nous l'agriculture familiale en Argentine. Donc j'aimerais vous dire quel est le rôle des institutions, l'INTA, comment elle œuvre pour son programme auprès des productions politiques et pour être au service des producteurs, pour faire le diagnostic, mais fournir aussi les outils pour la transformation et améliorer la qualité de vie dans le secteur agricole. L'INTA est une organisation publique décentralisée qui dépend du ministère de l'Agriculture, Élevage et Pêche. Il a une autonomie financière et d'action. Ses activités, c'est la recherche et la vulgarisation. Bien, pourquoi est-ce que je fais ce commentaire? Qu'est-ce que représente la vulgarisation et la recherche pour nous? Nous pensons que notre institution a cet instrument, à savoir, il peut fournir au producteur ce dont il a besoin. Il est en contact avec le producteur et lui fournit l'instrument nécessaire pour développer sa production dans sa vie quotidienne. C'est pourquoi l'organisation est très puissante. Bon, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit le ministre lorsqu'il a dit ce que représentait l'État. L'État peut être absent ou présent. Vous savez que lorsque l'État disparaît, le premier qui est touché, le premier qui souffre, c'est le plus pauvre. Alors pourquoi est-ce que je fais ce commentaire? Maintenant, il y a 4 années après la disparition physique de notre président, il a soutenu le développement de l'État. C'est lui qui nous a donné les outils, car les outils
outil en politique, c'est de l'argent, c'est de l'économie, son budget, il n'y a pas d'institution forte. C'est pourquoi, dans ce 4e anniversaire de la mort du président, eh bien, il serait très heureux de voir que l'on va de l'avant et que l'on développe toujours ces thèmes. L'INTA a suivi et a connu un développement extraordinaire de 140 millions de budget à plus de 700 000. C'est une décision politique. L'on a plus doublé le personnel tout au cours de ces années pour tout le pays. Voyez ce que représente le renforcement de l'institution, comment elle est répartie dans tous les coins du pays. Donc un pays de plus de 5000 kilomètres de distance, plus grand que de Madrid à Moscou. Nous avons plus de 5 centres de recherche, multiplié la quantité de techniciens, multiplié par 18 le budget, par 20 les investissements qui veut dire qu'il y a un technicien à chaque lieu de travail. Ils ont non seulement un ordinateur, mais les appareils, la technologie nécessaire pour le développement et l'application de leurs connaissances. Nous avons aussi l'appui du groupe INTA, notre fondation, et la société anonyme NTA. Alors l'objectif de l'INTA, tout au cours de ses actions, a été de renforcer le développement local, régional et national, en contribuant à la durabilité locale, régionale et nationale du système alimentaire et agricole, et lui garantir aussi sa compétitivité. Alors quel est le développement du rôle que peut jouer l'agriculture familiale en Argentine? C'est un sujet social, économique et culturel qui œuvre pour la production d'aliments, création d'emplois, dynamisation des économies régionales, l'enracinement et l'occupation territoriale, qui respecte la biodiversité, qui contribue à la sécurité et à la souveraineté alimentaire, transmet les savoirs entre générations et de génération en génération. Sans cela, nous perdrions tous. C'est le contact qui nous permet de transmettre l'histoire et la vie. Et ce sont aussi des canaux de commercialisation directs et plus courts. Et nous permet d'arriver directement du producteur au consommateur en nous passant des intermédiaires. C'est pourquoi nous désignons chacun des acteurs, car nous nous connaissons, nous travaillons tous les jours, coude à coude. C'est pourquoi nous connaissons le producteur de maïs, le petit exploitant, le grand producteur, le fournisseur, le pêcheur artisanal, le petit maraîcher, les peuples autochtones qui très souvent sont invisibles, et puis les artisans ruraux aussi. Pour nous, à chaque lieu où ils sont, ce sont les acteurs principaux de ce développement. Car pour chaque lieu, nous avons des politiques différentes, pour chaque couche, pour chaque région. C'est fondamental, ce rôle complémentaire. Très brièvement, comme l'a dit Casamike, là des chiffres maintenant, eh bien je dirais qu'outre le fait qu'on représente 65% des unités productives du pays, on représente 13,5% de les superficies cultivables de l'Argentine, représente 53% de la main-d'œuvre rurale et 20% de la valeur brute de la production agricole et élevage. Et vous voyez la répartition. Le nord de l'Argentine, elle représente 80%. Au nord-est, 79%. À Cuyo, 55%. Dans La Pampa, 49%. Et 59%, pardon, et dans la Patagogne, il y a 49%. C'est responsable de 88% de manioc, 44% de coton et tous les autres chiffres que vous voyez mentionnés. Nous avons développé aussi comme stratégie politique afin de redresser, de retrouver des technologies appropriées, 5 instituts de formation spécialisés dans le secteur et qui développent les instruments et technologies à disposition des producteurs.
en voyant les différents programmes de recherche que vous voyez mentionnés, nous ajoutons aussi la gestion locale. C'est fondamental. En Argentine, ceux qui sont responsables de la gestion locale, nous les appelons les intendants, car c'est eux qui sont les récepteurs des demandes et qui doivent répondre à ces demandes, qui contribuent au développement des politiques. Nous avons développé des technologies appropriées pour l'eau. Là, vous voyez les pompes, les cisternes et ce que représentent ces systèmes d'irrigation. Car comme président de l'INTA, eh bien, j'ai pu me rendre dans la province de Salta. Et là, nos techniciens ont demandé, en fait, comment nos agriculteurs produisaient. Eh bien, ils m'ont dit, eh bien, Pancho, vous savez que lorsqu'on arrive là, eh bien, on s'est rendu compte qu'ils avaient 6 heures pour trouver de l'eau pour les familles. Et ils ont commencé à utiliser des technologies ancestrales et on a pu, en fait, leur amener l'eau à la porte de chez eux. Et maintenant, les producteurs utilisent ces 6 heures pour chercher l'eau. S'ils l'utilisent pour la production, eh bien c'est là que comme politique d'État, comme pays, nous améliorons véritablement la qualité de vie de nos producteurs et de nos agents. C'est fondamental et moi ça m'a marqué dans ma chair et chaque fois je le dis parce que je trouve ça extraordinaire. Nous avons seulement œuvré pour l'utilisation de ces technologies, mais nous avons aussi développé des machines appropriées pour que ces agriculteurs puissent accroître la production et la récolte. Vous voyez l'instrument de récolte pour le coton, bon, qui est breveté aux États-Unis, aux Chine, que nous exportons. Et puis là, vous voyez pour la canne à sucre que nous exportons en Uruguay. Bon, ce sont des récolteuses qui ont été développées par des techniciens et qui sont produites par les ateliers régionaux. C'est fondamental pour nous car ils peuvent produire dans leur province et pas, ce ne sont pas les grandes multinationales. Donc ça c'est un enjeu et nous sommes convaincus que c'est l'une de voies franchies. Eh bien pour conclure, car je sais que le temps nous presse, voilà d'autres outils, d'autres structures, l'utilisation par exemple des énergies renouvelables. Je pense que vous les connaissez. La cuisine solaire, nous avons développer la première glacière solaire qui permet de conserver les aliments et qui nous aidera aussi dans l'assainissement, la santé du peuple, car ça nous permet de conserver les vaccins. C'est fondamental pour la politique sanitaire de l'humanité. Et puis les systèmes de distillation solaire, eh bien, c'est un instrument fondamental pour avoir de l'eau de bonne qualité. Et puis, nous collaborons avec les universités, avec 42 universités nationales, 5 forats régionaux qui participent. Nous avons développé le premier forum national d'agriculture et nous avons les représentants de fabricants de machines-outils pour l'agriculture familiale sont représentés ici. La Camara, c'est important de collaborer avec eux. C'est un appui constant. C'est une création de l'INTA et nous travaillons avec 220 PIM qui fabriquent plus de 300 machines-outils et c'est un plaisir qu'ils soient parmi nous pour vous présenter comment on collabore. Et les projets. Enfin, pour conclure, je dirais que nous sommes actifs pour les relations internationales, les relations, production, les connaissances et les technologies. Nous, pays d'Amérique latine comme la Bolivie, le Chili, le Brésil, mais au sein de CELAC aussi, nous collaborons avec les Caraïbes, l'Afrique, Angola. Nous avons une expérience très riche en matière de coopération avec Haïti où nous avons pu fournir notre technologie à partir de là. Eh bien, nous œuvrons pour le développement de l'alimentation et de la souveraineté alimentaire de ces peuples. C'est un orgueil de continuer à travailler sur cette voie et nous sommes convaincus que la coopération Sud-Sud nous unit, nous renforce et nous amène vers le chemin de la prospérité. Voilà, merci beaucoup. Je vous laisse sur cette note et nous souhaitons collaborer encore davantage et vous faire partager avec vous nos connaissances en matière d'agriculture familiale. Merci beaucoup, Monsieur Anglesio. Merci beaucoup, car je suis sûre
que vous aviez beaucoup d'autres choses à nous dire. Bien, je donne maintenant la parole à Daniel Bareiles, association de producteurs de canoës, un petit village dans la province de Buenos Aires. Alors, chers amis des peuples originaires de l'Amérique latine, de l'Asie et de l'Afrique et des autres continents, monsieur le directeur général, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers amis, il est très difficile d'être ici présent aujourd'hui, mais mes camarades argentins m'ont demandé d'être présent et je vais essayer d'être à la hauteur comme l'ont fait les fonctionnaires de notre INTA, de notre institut. Je dis bien notre INTA parce que même si je ne suis pas fonctionnaire de l'INTA, cet INTA appartient à nous tous. Et nous sommes nous qui avons bâti cet autre pays, de ces décisions politiques, de cette autre Argentine qui a retrouvé la joie de vivre. Personnellement, je suis bénéficiaire de cette politique d'inclusion sociale, puisque il y a plus d'1 an, j'ai pu prendre ma retraite en tant qu'agriculteur familial. Et dans un État qui est là pas pour nous diriger, mais pour nous accompagner et pour favoriser l'avenir de la jeunesse à qui nous pourrons offrir peut-être davantage de joie de vivre. J'ai pu vous dire que les agriculteurs familiaux d'Amérique nous avons développé d'autres formes de pensée. Nous pensons en termes d'agroécologie. Et penser en termes d'agroécologie, c'est pas simplement une question technologique. Penser agroécologie, ça veut dire penser à toute la chaîne de travail qui est derrière un produit. C'est penser à toutes les personnes qui vont avoir accès à ce produit. C'est penser également en termes de ce que ça va apporter à la santé de tous. Et c'est penser à comment nous pouvons garantir de façon équitable sa distribution, son offre, l'accès aux produits. Ça permet également d'économiser des énergies dans les processus de production et de consolidation, c'est penser. Et donc, à tout ce que l'on peut économiser comme énergie, cela veut dire s'occuper des êtres humains, de l'environnement, comme penser à l'être humain comme partie intégrée et invisible de l'environnement, mais sans montrer aucune superbe. C'est penser à la sécurité alimentaire des peuples, c'est penser à la souveraineté, à la culture, à la diversité biologique et culturelle. C'est penser en termes d'amour, mais avant de penser ou après avoir pensé, il faut agir. Et c'est dans ce sens-là qu'on m'a fait venir ici, je suis venu ici pour vous parler un petit peu des initiatives que nous, les exploitants d'agriculture familiale, avons engagées, dans lesquelles nous sommes pleinement engagés. Depuis 25 ans, 20 ans, nous construisons en Amérique un mouvement, le MAELA, un mouvement d'agriculture, d'agroécologie d'Amérique latine, et qui a participé à ces premiers séminaire sur l'agroécologie, et c'était la première fois que l'on parlait d'agroécologie à la FAO et dans les Nations Unies. Et ce mouvement MAELA se propose de lutter contre la faim, parce que la faim, c'est la véritable menace, la menace à un droit essentiel comme le droit à la vie. Et c'est un droit qui est foulé aux pieds constamment dans notre culture mondialisée. Nous devons donc penser et produire ce dont nos frères ont besoin
pas ce qui nous plaît le plus, mais ce dont nos frères et sœurs ont besoin véritablement, avec leur culture, leur climat, leurs semences qui doivent être protégées contre la voracité des entreprises multinationales, avec ce qu'il produit, avec sa terre, ses savoirs, son temps, ses organisations. Et pour tout cela, notre formation de paysans ne doit pas être uniquement technologique, mais doit être profondément enracinée dans les aspects sociaux, organisationnels de notre communauté. Elle doit constituer une formation politique pour le présent et pour pouvoir créer notre avenir à tous. Et je voudrais souligner que avec l'État, les pouvoirs publics, dans nos organisations, nous avons mis en marche plusieurs diplômes de vulgarisation universitaire dans un territoire vaste comme celui de l'Argentine. Et ces diplômes d'antenne universitaire pour les agriculteurs, les techniciens, les scientifiques conjuguent deux axes essentiels: l'agroécologie et l'économie sociale solidaire. Nous estimons que cette union permet de penser à un futur d'alimentation saine pour les peuples. L'alimentation saine, c'est un droit essentiel des peuples. Et la recherche doit contribuer en unissant les techniciens, les chercheurs, les agriculteurs dans une action territoriale, ancrée dans le territoire. Et il y a un modèle qui a très bien marché, c'est le modèle de IAP, recherche et action participative, qui doit être multiplié et approfondir dans tous les continents, comme on l'a fait dans notre pays depuis plusieurs années. C'est un modèle qui permet de progresser et d'intervenir dans le domaine du développement rural. Ça permet à la science, à la technologie, aux agriculteurs familiaux d'intervenir en s'appropriant des connaissances communes, ce qui permet de s'approprier et de valoriser des connaissances communes. L'INTA, l'Institut de recherche sur l'agriculture et l'élevage, nous permet de nous positionner de façon différente, nous les exploitants familiaux, parce que nous sommes renforcés du point de vue technologique, du point de vue politique, du point de vue organisationnel, parce que nous pouvons discuter des besoins et dresser un ordre des priorités dans les besoins et participer au processus de construction. Les agriculteurs familiaux, agroécologiques, nous sentons comme partie de cet État. L'État est un espace de discussion, de recherche et de prise de décision. Et cet engagement laissera une agriculture forte pour la vie. Un autre modèle d'agriculture et de production alimentaire qui est possible si on peut contribuer à la souveraineté alimentaire des peuples. En résumé, nous avons participé à ce dialogue pour vous raconter que dans notre pays a récupéré, a retrouvé l'espoir, la joie de vivre, la joie de penser, de s'organiser et d'agir. Une Argentine où les agriculteurs nous sentons engagés, nous sentons partie intégrante d'une société où la justice sociale nous invite à l'action tous les jours dans notre existence quotidienne pour travailler pour notre mère patrie. Merci. Daniel Varela que nos logró. Merci Daniel qui est ému par ses propos. Merci beaucoup Daniel. Et, bien, alors, Marcos Folognen, qui est la chambre des fabricants de machines agricoles pour l'agriculture familiale, a maintenant la parole. Bon après-midi, bonne soirée à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier la FAO
qui nous a permis d'être présents dans cet événement. Et je voudrais remercier le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et le secrétariat de l'Agriculture, le secrétariat de l'Agriculture familiale, remercier l'INTA également, et tous ceux qui ont collaboré jusqu'à aujourd'hui pour rendre cette manifestation possible. Je vais, avant d'aller déguster les vins argentins, je voudrais vous parler pendant quelques minutes. On montre les diapos à l'envers, semble-t-il. Alors, qu'est-ce que la CAMAF? Dans ce concept de technologie appropriée pour l'agriculture familiale, se dégage une vision totalement différente de la production de machines agricoles très différente de machines agricoles pour l'agriculture industrielle. Dans l'agriculture familiale, nous n'avions pas de réponse de façon organisée pour répondre à nos besoins technologiques. Il y avait bien sûr des technologies qui existaient, mais il y avait une grande dispersion, il y avait une absence d'institutionnalisation à différents niveaux, le manque de communication, même s'il y a beaucoup d'informations. Et tout ça faisait qu'il était très difficile de concevoir des politiques sur ce plan-là pour contribuer au développement de l'agriculture familiale. Et donc c'est ainsi qu'on a créé un groupe de micro et petites entreprises qui fournissaient leur appui, leur soutien au développement de l'agriculture familiale. Nous avons connu des moments difficiles, en 2001 en particulier, en plein milieu de la crise. On a commencé à se repenser, à se reposer des questions liées au concept de développement en général. L'objectif général de notre Chambre est de contribuer au développement du secteur qui est lié à la production de ces technologies appropriées pour l'agriculture familiale, pour essentiellement améliorer l'aspect qui est critique, qui est pour nous améliorer bien sûr la qualité du travail, améliorer cette politique qui fera que les jeunes auront des incitations dans le cadre du développement économique, parce que il y avait des éléments manquants, la communication, l'énergie, et souvent cela décourage les jeunes producteurs. Et donc cet aspect est très clair pour nous et nous le mettons en exergue. Il y a également des objectifs plus précis, renforcer, défendre un groupe qui serait les fabricants de matériel agricole. Il faut alimenter le processus productif avec des contributions novatrices des agriculteurs, des fabricants et des institutions scientifiques et techniques. Au cours de ces 5 dernières années, nous avons, jusqu'en 2015, nous avons défini un certain nombre d'axes stratégiques sur lesquels nous travaillons. Et bien sûr, le renforcement des institutions de cette chambre des fabricants de matériel agricole permettent le développement et le transfert, la mise au point et le transfert de technologies en collaboration avec d'autres institutions, comme on le fait avec l'INTA, comme son président l'a mentionné, appuyer les processus de commercialisation, parce qu'ici, il faut faire remarquer qu'il y a le concept d'entreprise est différent de l'autre modèle d'entreprise en ce qui concerne les entreprises membres de la Chambre, de la CAMAF. Il faut donner des services, ce qui est très différent de ce qui se fait par les entreprises agro-industrielles. Financement de la production,
j'aimerais souligner également que ce que l'on veut faire également, c'est renforcer les réseaux interinstitutionnels. Ça veut dire que dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement, la Chambre, la CAMAF, va être un élément important pour intégrer dans l'ensemble des interventions de l'État. Il faut intégrer les agriculteurs, les producteurs qui sont détenteurs et producteurs de connaissances et utilisateurs des technologies. Et c'est un aspect fondamental ici. Voilà quelques dates importantes dans notre histoire. Il y a eu une conférence importante qui a été à l'origine de la création de cette chambre, l'institutionnalisation de notre action. Il s'agissait de mettre en 2008 à Puerto Tirol, dans le nord du pays, on a commencé à discuter avec un grand auditoire de producteurs et de fabricants de machines agricoles. On a commencé à discuter de la question du problème des technologies appropriées. Très brièvement, dans le temps le temps me presse, je vous donne simplement matière à réflexion. Ce tableau montre un petit peu ce qu'est la CAMAF aujourd'hui. C'est pas simplement une présence sur le territoire argentin, mais grâce aux liens très forts que nous avons forgés avec d'autres pays voisins, bon nombre des fabricants sont présents dans d'autres pays d'Amérique latine essentiellement. Et pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes communs, il faut trouver des solutions communes. Et grâce aux méthodes de travail d'un entrepreneur qui fait partie de la CAMAF, on a une vision bien distincte de ce que représentent les technologies appropriées. Nous avons constaté qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir une machine, de vous proposer une machine pour régler les problèmes. L'axe de réflexion que nous proposons, c'est que en même temps que cet instrument, cet outil, il doit y avoir des connaissances accumulées, une expérience accumulée et partagée dans bien des cas. Nous faisons l'intégration en apportant la machine, en montrant comment cette machine peut être construite dans le pays. Et donc l'appropriation de la technologie est un facteur déterminant de tout ce concept. Donc cette structure montre quelle est la participation, quel est cet effet cumulatif. Donc les ateliers où sont fournis des services pour ajuster, réparer, affiner les outils. Et ce qui importe, ce n'est pas tellement le volume de machines, mais la capacité à aborder les problèmes qui se posent dans telle région, dans tel pays, dans tel ou tel pays. Comme l'a montré le représentant de l'INTA, nous avons la plus grande présence de fabricants de notre chambre dans la région de la Pampa, et c'est en Patagonie que c'est ce qui est le moins développé. Alors, les aspects qui méritent d'être mis en relief, je crois qu'il me reste encore une minute. L'agriculture familiale a été vraiment la cheville ouvrière, le moteur, la fondation qui nous a permis de changer beaucoup de choses dans nos existences. Je viens des milieux universitaires, j'étais professeur université, mais mes ancêtres, je suis la 4e génération d'agriculture familiale, et on voulait donc apporter. Il faut que ces idées ne soient pas simplement dans mon cœur, dans mon cerveau, mais que je voulais transmettre ces idées à mes enfants. Et
il faut que notre monde soit un monde qui fera mieux vivre. Et nous avons donc au niveau national et international, nous avons obtenu un certain nombre de réalisations. Mais je voudrais souligner une résolution de l'INTA, la résolution 640 qui a été adoptée il y a 2 mois à peine, qui permet à la CAMAF d'être bien incorporée dans les questions, dans les processus de décision de l'INTA. C'est pour nous une source d'orgueil, de fierté, mais ça nous confère également de nouvelles responsabilités, des responsabilités que nous assumons pleinement. Et c'est parce que c'est ainsi que les choses doivent être. Quelques photos qui montrent nos activités. Nous avons divisé cela en 4 domaines, le sol et l'environnement, le travail de la culture, le traitement des sols et de l'eau et de l'énergie. Donc tout un éventail de photos. Il y a une semeuse qui représente un progrès technologique important puisqu'il s'agit d'une semeuse à semence directe, pneumatique, qui a reçu des prix à l'échelle internationale. Du matériel pour le travail de la terre. Ici, on a la même machine que l'INTA a montré. Et ces entreprises qui sont liées à la production de pièces détachées et de composantes, valeur ajoutée, énergie, eau et énergie renouvelable. Voilà un petit peu. Donc, je vous remercie très sincèrement pour votre attention et j'espère que l'esprit de l'agriculture familiale ne cessera d'être renforcé. Je crois que ce genre de manifestation en est le témoignage et ne peut que renforcer l'esprit de l'agriculture familiale. Merci. Gracias, Marco Follonier. Merci Marco Follonier. Bien, nous arrivons pratiquement à la fin de nos présentations. Nous avons par la suite une dégustation de vin argentin. C'est très important, c'est les autorités qui nous les ont amenés. Mais je vais donner la parole aux représentants de la FAO, IFAOM et FMR, tout d'abord à Cristina Grande et puis à Céline Ortiz qui vont conclure nos présentations. Bon après-midi, bonsoir plutôt. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Je remercie le gouvernement argentin, INTA, d'être venu pour partager avec la communauté internationale cette expérience qu'ils vivent pour développer l'agriculture familiale dans le pays. Alors, à titre personnel, je dirais que c'est un rêve en tant qu'étudiante en agronomie dans les années 60 et 70. J'ai un certain âge, puis comme professeur qui a inauguré la faculté de Zamora, eh bien, l'un des thèmes abordés en introduction, c'était l'agriculture, et pas seulement dans la Pampa, mais les petits agriculteurs, les petits paysans qui vivaient dans la pauvreté et à qui nous devions consacrer nos sciences agronomiques pour améliorer leurs conditions. Donc c'était un rêve. Alors la question du développement endogène que reprend l'agriculture familiale est fondamentale, qui unit toutes les questions, donc le développement des marchés, l'eau et les thèmes sociaux. Lorsque l'on parle d'agriculture biologique, ce sont les grands principes que nous avançons, s'occuper de la santé, prise en charge de l'environnement, de la personne, tous les aspects. Par conséquent, je dirais qu'il est important que l'on puisse commenter cela devant la communauté internationale, comme l'avait fait le projet de jardins familiaux. C'était une expérience importante où l'on part d'un développement endogène pour les plus pauvres, qui mène une économie de subsistance et qui commence comme un projet de jardin biologique et puis qui s'étend à d'autres pays d'Amérique latine, à d'autres coins du monde.
Alors il faut parler de ces exemples. Et ce qui est important, c'est qu'ils se développent, qu'ils soient interchangeables, que se crée un mouvement plus grand, une vague dans le monde entier sur ce thème, à savoir comment garantir le développement endogène, développement agroécologique fondé sur les marchés locaux. Car la question de la planète, la limitation des ressources dans le monde, c'est un problème. Et donc ce que nous voulons, c'est changer les choses grâce à ce type d'agriculture. Merci. Je donne la parole à Ortiz du Forum rural. Bien, bonsoir. Merci aux organisateurs, aux collègues qui nous suivent. Bon, c'est un échange d'avis très important. Merci à Daniel et Christine pour ces interventions très sincères qui nous ont transmis leur vécu. Le Forum rural mondial, nous sommes en octobre, dans cette dernière partie de l'année. Eh bien, entre autres, nous essayons de donner de la valeur à tout ce qu'on a obtenu ensemble au cours de cette année internationale de l'agriculture familiale. Par exemple, l'augmentation du budget agricole au Népal, le projet de loi sur le régime foncier dont parlait en plénière un collègue du Comité national de Gambie, ou le plan national d'agriculture familiale élaboré au Costa Rica avec une forte participation de la société civile. Eh bien, dans ce bilan, dans cette tentative de tirer un petit peu les comptes, eh bien, il faut tenir compte des progrès obtenus et des progrès dont on nous a parlé ce soir sur l'Argentine. En outre, je dirais que l'un de ces progrès, par exemple tout ce qui concerne l'institutionnalisation des choses en Argentine, et moi je dirais dans toute la zone Mercosur, eh bien ce sont des expériences qui sont vues de façon très favorable dans d'autres régions, et ça nous des organisations du réseau du Forum rural mondial en fait le reprennent. Il y a une tentative de créer des mécanismes de dialogue politique au niveau régional sur la politique publique dans l'agriculture familiale en Amérique centrale ou dans le sud-est de l'Asie. Donc, je pense que ce sont des expériences qui, effectivement, sont favorables et qui sont très bien perçues dans d'autres régions. Alors très brièvement, j'aimerais revenir sur 3 idées qui pour moi sont fondamentales sur ce thème qui nous occupe, à savoir l'agriculture familiale, la recherche. Le premier thème, le besoin de reconnaître à juste titre la connaissance sur le terrain, reconnaître ce que font les agriculteurs depuis des centaines d'années, des milliers d'années. La deuxième idée que je voudrais souligner, on en a parlé, le besoin en fait d'analyser et de se pencher sur la politique dans le domaine de l'agriculture agricole. Il faut en fait doubler d'efforts dans le domaine, et puis il faut investir davantage dans la politique publique, mais aussi approfondir la politique publique et voir la cohérence de ces politiques dans les régions, sur le terrain. Donc, troisième domaine maintenant que j'aimerais souligner, il faut promouvoir de plus en plus à ce niveau la participation de la société civile à tous les niveaux de la recherche, une participation réelle à tous les niveaux du processus de recherche, une participation concrète, pertinente, comme je disais. Donc, sur ce dernier point, alors je voulais rappeler la réunion qui a été organisée à Montpellier en France en juin 2014. Certains des organisateurs sont présents, j'en profite pour les saluer.
Cette réunion a été co-organisée par le consortium CIA, par CGIAR, par le Forum rural mondial et qui a été appuyée par le ministère français des Affaires étrangères et le ministère de l'Agriculture. Environ 70 pays, 235 participants environ ont été réunis et les organisations de producteurs de la société civile ont pu en fait travailler en contact étroit avec les centres de recherche pour essayer de promouvoir le développement de l'agriculture familiale et voir finalement comment appliquer la recherche dans cette agriculture. Pour conclure, je dirais que ce chemin que l'on a essayé de parcourir, ce chemin que l'on a essayé encore d'ouvrir davantage à Montpellier, c'est celui que nous voulons suivre, nous, Forum mondial rural. Nous voulons en fait promouvoir encore davantage cette collaboration et la participation de l'agriculture familiale à tous les niveaux de la recherche nécessaires et pour lesquels nous devons tous collaborer. Merci beaucoup. Bueno. J'aimerais bien sûr remercier le Forum mondial rural et avant de donner la parole pour tirer les conclusions au ministre Kassamikela qui va nous transmettre ses remerciements, eh bien j'aimerais remercier tous les participants, la société civile, j'aimerais remercier les collègues fonctionnaires, les ambassadeurs, je vois beaucoup d'ambassadeurs amis, ambassadeurs du Venezuela, du Brésil, du Libéria, le président du groupe africain, de grands amis, des collègues. J'aimerais bref remercier tous les présents. Nous allons après déguster du bon vin argentin, mais avant j'aimerais donner la parole au ministre de l'Agriculture. Merci à tous. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier. En fait, ce que nous voulions, c'était partager avec vous ce que nous avons fait ces 10 dernières années dans notre pays, comment nous avons inversé une situation le compromis, le travail que nous avons fait. Je ne sais pas si nous avons abouti et je vous demande de m'excuser d'avance car il faut pour montrer à un pays, avoir une capacité de synthèse et être accompagné bien sûr des producteurs, des industriels. Je remercie d'avoir participé, m'ont bien aidé. Eh bien le matériel est à votre disposition. Nous pouvons le distribuer, vous le transmettre. Toutes les présentations sont publiques, ouvertes, vous pouvez y avoir accès. Et pour conclure, j'aimerais remercier la FAO qui nous a donné cette occasion de pouvoir utiliser cette salle et pour disposer des moyens pour organiser cette conférence. Remercier tous ceux qui nous ont permis à organiser, à participer à cette conférence et à tous ceux qui ont écouté avec patience cette illustration de nos travaux. Merci. Bueno, y ahora sí los invitamos a todos. Bien, maintenant, vous êtes tous invités à un cocktail suivi d'une dégustation de vin argenté. À droite.